Eh bien oui, nous allons poursuivre cette discussion sur la potentialité d'un pipeline qui passerait sur le territoire québécois. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un projet que vous estimez être viable? Comme je le disais à l'instant avec mon collègue Mario Dumont, il n'y en a pas pour le moment de projet de pipeline, mais toujours est-il qu'il y a quand même ce possible retour. En fait, l'idée est revenue sur la table. Alors, si l'idée est revenue sur la table, profitons-en pour en discuter. Et la question que je vous pose, chers amis, merci de vous joindre à nous, c'est est-ce que ça vous inquiète? C'est sûr que, puis là, je vous donne nos numéros pour participer à notre discussion. 1-877-827-2346. Par texto, vous faites, comme d'habitude, 187 Cube Radio. C'est sûr qu'on n'est pas une société où, bon, je pense pas qu'au Québec, tu sais, comme nous l'a rappelé Doug Ford hier, justement, nos petits amis québécois, ils roulent pas tous en voiture électrique et ils ont encore besoin de pétrole, nous a-t-il envoyé comme ça, entre les dents, un petit peu de façon fendante, mais en même temps, c'est pas faux. Tu sais, je regardais ce matin, ça m'a pris 2 fois plus de temps à venir de chez moi pour venir ici à ce micro vous parler. J'ai eu le temps, là, il y avait tellement de circulation, là. C'était fou, là. Il y a tellement de véhicules, vous allez me dire, il y a des entraves partout. On a le temps de se jaser entre automobilistes. Et je peux vous le dire, c'est ce que j'ai eu le temps de faire ce matin parce que à un feu de circulation, à un moment donné, on est là. Mais les feux ont le temps de changer, vous comprenez? Et sincèrement, j'ai baissé ma vitre. J'ai parlé à côté de moi, il y avait Georges d'Équipement Brossard, que j'ai promis de saluer. On a eu le temps de se jaser ça. Lui non plus, lui, il est sur la route quasiment tous les jours. Il n'en revient pas de la circulation. Alors, je le salue parce que Georges est un fidèle auditeur du 99.5. Mais c'est sûr qu'on a besoin, pour le moment encore, d'essence pour mettre dans nos véhicules. Où est-ce qu'on achète notre pétrole? Il vient pas forcément il vient beaucoup, plus de la moitié, c'est du pétrole qu'on fait venir des États-Unis. Ensuite, d'Arabie Saoudite. Fait que c'est sûr que, en attendant qu'on roule tous en voiture électrique, puis si vous lisez mon collègue Olivier Zappa aujourd'hui, vous allez voir que c'est pas tout le monde qui est vendu à l'idée. On va en avoir encore besoin. Est-ce que ça sous-entend qu'il faille à tout prix développer un projet de pipeline? Ben, vous me direz. 187 Cube Radio pour en discuter. C'est une militante environnementaliste. Elle est une des protagonistes incontournables de la lutte contre le projet Énergie Est du Québec parce que quand on pense à pipeline, on a déjà failli s'en faire passer un et c'est le projet d'Énergie Est qui nous avait beaucoup occupés. Odette Sarrazin est avec moi. Elle a travaillé sans relâche pour que cet oléoduc ne voit jamais le jour. Dans l'Anaudière ou ailleurs au Québec, elle a été de tous les combats dans ce dossier. Elle est avec moi ce matin. Bonjour Odette. Ben, bonjour, Madame Maréchal. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, ces jours-ci, d'entendre à nouveau, on ramène l'idée d'un pipeline? Ah ben, nous sommes très, très, très préoccupés d'entendre ça. Puis on prend ça au sérieux. Fait que c'est pour ça que là, on se recontacte les comités de citoyens au Québec pour faire face à cette menace-là qui s'en vient parce que, comme on l'a dit et redit depuis 2012, là, que moi, je suis dans ces dossiers-là, avec la fracturation hydraulique et aussi le pipeline Énergie Est dont vous venez de mentionner. Vous ne passerez pas, c'était notre mot d'ordre et c'est toujours celui-là qui tient la route aujourd'hui. Vous ne passerez pas. Et là, vous dites, avec tous les comités de citoyens, on repart ça, là, vous vous appelez, comment ça se passe alors, le mouvement citoyen reprend vie, Odette? Oui, ben jusqu'à un certain point, c'est ça. Les gens étaient plutôt inactifs depuis quelques années, comme on a vu que Énergie Est était sorti du terrain de jeu. On avait GNL Québec qui était sorti du terrain de jeu, la fracturation aussi. Fait que là, on s'est assis un peu sur nos lauriers, disons. Mais là, en sachant ce qui se trame présentement, nous reprenons vie. Le regroupement Vigilance Énergie Québec, c'est un regroupement d'une 50aine de comités citoyens. Fait que donc, on a des contacts un peu partout dans le Québec avec c'est ça. Puis donc, s'il faut se remettre en marche, on se remet en marche. On a déjà vu ça, fait qu'on est capable de refaire le même chemin. Oui, vous parlez du regroupement Vigilance Énergie Québec. Il y a d'ailleurs une lettre qui a été signée par plus de 80 organisations citoyennes, des personnalités publiques. On pense à Dominique Champagne qui avait mené la lutte, entre autres, pour garder Anticosti, un territoire le plus propre possible. Tous des gens là, qui ont contribué directement à la lutte contre les projets d'énergie fossile au Québec au cours des dernières décennies.
Il y a à peu près une trentaine d'organisations environnementales également, plusieurs dizaines de citoyens qui ont signé ce mouvement, d'ailleurs, qui sont derrière puis qui disent non, il n'est pas question qu'on revienne en arrière. Quand vous voyez que le premier ministre du Québec dit ouais, ben peut-être, il faudrait voir, c'est sûr que même des citoyens, je ne sais pas si vous avez vu, Odette, mais même les citoyens québécois, quand on leur demande, les gens disent, ben si c'est bon pour le Québec, peut-être que finalement, c'est une bonne idée, alors qu'ils étaient carrément contre là, il y a quelques années. Ben c'est ça. Ben on met toujours en doute un peu les sondages. Là, c'est ça. Qui a été interviewé, comment les questions ont été posées, parce que en tout cas les sondages des fois sont en tout cas représentent pas toujours les réalités. Mais on sait qu'on doit décarboner. On sait on doit sortir des énergies fossiles. C'est pas juste un choix, c'est une nécessité. On a le vivant à défendre. C'est la biodiversité, c'est tous les changements climatiques, tout ce qu'on vit en termes de dérèglement climatique. Puis là, on a juste à voir dans les prairies, les feux de forêt. On peut pas aller vers les énergies fossiles. C'est un non-sens. C'est se jeter en bas du précipice, là. Fait que pour nous, c'est sûr que on va se mobiliser, puis que ça passera pas. C'est notre mot d'ordre encore, et ça le sera toujours. Ouais. Je vais présenter Normand Mousseau à nos auditeurs. Évidemment, Normand Mousseau est connu professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal. Il est directeur scientifique de l'Institut de l'énergie de Trottier. Bonjour, Normand. Bonjour. Qu'est-ce qu'on doit comprendre d'un possible retour d'un gros projet pétrolier comme celui-là? Là, et ensuite, qu'est-ce qui le rendrait plus acceptable aux yeux des citoyens que les derniers qui ont été rejetés? C'est difficile parce qu'on n'a toujours pas de projet. Donc, en fait, ce sont des on parle pour rien, finalement, en ce moment. Ouais. Ouais. Non, mais tu sais, des fois... Oui, la grande nouveauté hier, c'était quand même, on mentionnait qu'on ferait des pipelines pour du pétrole décarboné. Donc là, avec un retour sur l'objectif de carboneutralité pour 2050. Et en mettant de l'avant cet objectif-là, il faut se rappeler que pour ça, il va falloir décarboner le transport. Donc, il faut décarboner, réduire la demande en essence. La loi au Québec et la loi au fédéral, c'est encore que d'ici 2035, tous les nouveaux véhicules devront, à partir de 2035, tous les nouveaux véhicules individuels devront être électriques ou à zéro émission. Et ça reste la loi présentement. C'est dans 10 ans. Hier, ça risque... Et dans 10 ans. Et ça veut dire qu'une demande extrêmement réduite au niveau canadien pour l'essence. Donc, le pipeline, si on le construisait, ça serait pour exporter. L'Europe vient de mettre en place, à partir de janvier cette année, une réglementation qui va demander le contenu carbone de tous les produits qui rentrent sur le territoire. Et à partir de l'an prochain, il va y avoir une taxe qui va être mise, une taxe compensatoire pour les pays qui n'auront pas mis en place les mesures de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'exporter du pétrole lourd de l'Alberta vers l'Europe va se faire facilement? Donc, on se compte un peu d'histoire à gauche et à droite. Je veux juste revenir quand même, là, juste sur le chiffre au début. L'an dernier, depuis quelques années, 60% du pétrole au Québec vient du Canada. Le reste vient des États-Unis exclusivement. On n'importe pas de pétrole de l'Arabie Saoudite. On n'importe plus de pétrole on n'en importe plus, là? OK. Parce que je regardais un peu dans les recherches, puis ça disait environ 10%. Ça, vous dites qu'il n'y en a plus maintenant? Non, mais quand on regarde le dernier rapport là, de la chaire de l'énergie, l'État de l'énergie au Québec, ça fait déjà depuis 2019 là, qu'on n'importe plus de pétrole ailleurs des États-Unis. Il faut comprendre, on exporte beaucoup plus de pétrole aux États-Unis qu'on en importe par la bande. On exporte du pétrole lourd qu'on ne peut pas traiter dans l'Est. Ouais. C'est pas vrai que la raffinerie de Valero à Québec ou la raffinerie de Irving au Nouveau-Brunswick pourrait traiter le pétrole des sables bitumineux. Ils ne sont pas équipés. Il faudrait revoir complètement la structure. Et c'est pour ça qu'on l'exporte au Texas, là, qui, eux, sont... Donc vous dites, pour clarifier, pour être sûr, donc aujourd'hui, ce matin, là, Normand, le pétrole qu'on met dans nos véhicules, il provient, vous dites, surtout du Canada et surtout des États-Unis. Surtout du Canada. Ouais. Surtout du Canada, parce qu'on a renversé la ligne 9B. Là. Donc, à Montréal, le pétrole vient tous du Canada. La ligne de la raffinerie Valero à Québec, elle est alimentée par du pétrole léger américain.
Américain. Et puis, le pétrole américain, ça représente combien dans toute notre consommation de pétrole au Canada? Vous avez... 40% à peu près. 40%. OK, donc c'est 40%. Mais au Canada, c'est plus faible que ça. Ouais. OK. Donc, c'est américain. Et donc, notre pétrole provient du Canada en majorité maintenant. C'est pour ça qu'ils nous pointent du doigt, dans le fond. Je reviens à Odette, avant de vous laisser aller. Odette, je sais que vous êtes sur la route, là, mais il y a beaucoup de gens là, qui m'écrivent, puis ils sont pas super compréhensifs envers les environnementalistes. Patrick dit, j'ai beaucoup de difficultés à entendre les environnementalistes moraliser. Ensuite, ils voyagent dans le monde en avion. Bon, je sais pas si c'est votre cas, Odette. Yves, encore la minorité qui va décider au Québec. Il y a Jean-François qui dit, Odette et sa gang. Ça, c'est vous, ça. Odette et sa gang retardent le groupe. Il y a moyen d'exploiter nos richesses intelligemment sans tout saccager l'environnement. Ben, c'est pas faux, là. On le fait. Mais des fois, bon, il y en a qui exagèrent. S'opposer systématiquement par conviction, dit Jean-François, sans regarder les projets, ça tient de l'idéologie. Martin dit oui aux pipelines. Ça suffit le discours de peur des gauchistes. On ne fait que s'appauvrir. Suffit les donneurs de leçons et leur régime de peur. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Odette? Je pourrais continuer. Il y a beaucoup. On a un public assez pro-pipeline jusqu'à maintenant, là. Bon, ben oui. C'est que les nombres d'années de mobilisation nous montrent que il y a eu par rapport au gaz de schiste, il y aurait eu 20 000 puits de forêt dans la plaine du Saint-Laurent, et tout ça pour compromettre l'eau de nos sources souterraines et de nos lacs. C'est ça aussi qu'il faut voir. Plus que, oui, économiquement parlant, puis pour nos besoins personnels, le pétrole, ça satisfait vite nos besoins. Mais je pense que là, on n'en est plus là. Il faut penser vraiment à long terme. Et qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants et à ceux qui viendront après nous? Vous craignez quoi? On veut une planète en santé, là. On veut une planète en santé. Fait que pour une planète en santé, ben, il faut prendre des moyens pour. Puis, en disant que il y a beaucoup de personnes qui veulent du pétrole, oui, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent avoir un environnement sain, puis on a juste à voir le nombre de comités citoyens, puis le nombre de personnes qui ont signé, qui ont amené des pétitions, puis qui ont, comme avec GNL Québec, il y a eu 3000 mémoires, là. Fait que donc, il y a des gens qui se préoccupent de ce dossier-là. Puis je pense pas qu'on soit moralisateur, là. Au contraire, je pense qu'on ait une vision réaliste et qu'on pense au futur, puis il faut que nous, on y pense, là. Ouais. Vous craignez quoi surtout? Est-ce que vous craignez, c'est sûr qu'au Québec, quand on pense à Mégantic, un accident comme jamais on a pu voir, qui laisse encore aujourd'hui des traces indélébiles dans le cœur de tous les Québécois, en particulier des gens de cette région, mais je pense qu'on a tous été marqués par ça. Est-ce que c'est ce genre de débordement et d'accident que vous craignez? Vous craignez que ça nuise, ou c'est la pollution dans son enjeu global? Qu'est-ce que vous craignez surtout? Ben écoute, c'est tout ça, parce que tu sais, un pipeline, quand avec Énergie-S, quand il y a 1,1 million litres de pétrole qui passe par jour, s'il y a un déversement, nous, dans la Naudière, c'était la tourbière de la Noret, c'est irréparable. S'il arrive un dégât, puis là, on a la ligne 9B aussi qui traverse la rivière des Outaouais. C'est des menaces réelles. Tu sais, si le pipeline, les lignes 9B, là, avait une défectuosité, ben c'est Montréal, Laval qui ont plus d'eau. Peut-être que c'est apeurant, oui, mais c'est une réalité auquel il faudrait peut-être faire face un jour. Puis ça, c'est prouvé. Ça, on n'invente pas des histoires, là, les comités citoyens. On a des ressources qui nous donnent. Comme là, vous avez M. Mousseau avec vous. Mais M. Mousseau, c'est une des personnes ressources avec lesquelles on va chercher de l'information pour être capable de débattre, puis d'avoir des arguments qui se tiennent, là. Je comprends. Vous êtes pas là pour faire peur au monde, vous dites, là, finalement, Odette. Non. Ouais. Ben non. Au contraire, c'est de prendre position pour se mobiliser. Moi, dans la Naudière, la démarche que je fais, c'est que dans chaque municipalité, je veux qu'il y ait des représentants de chaque municipalité pour qu'on puisse voir les enjeux qu'on a dans chacune de nos régions, en fait, parce que
c'est ce qui manque parfois, c'est l'information. L'information ne se rend pas, puis ça, c'est l'enjeu de nos comités citoyens. D'accord. C'est se donner des moyens pour s'informer. Mais ça, on le fait, les comités citoyens au regroupement Vigilance Énergie Québec. Ouais. Merci beaucoup, Odette Sarrazin. Je rappelle que vous êtes militante depuis très longtemps et opposée au projet de l'éoduc. Normand, justement, sur ce que Odette disait, on va y revenir, mais avant, je voudrais donner la parole à Kevin. Bonjour. Bonjour Isabelle. On vous écoute, Kevin. Pour ou contre l'idée de ramener un pipeline? Moi, je suis pour. Pour? Ben, je suis pour parce que c'est surtout moi, je suis quelqu'un de logique dans ma façon de penser. Et la logique, c'est pourquoi faire autant d'efforts pour si peu de résultats, dans le sens qu'on est tellement une minorité dans le monde. J'ai envie de vous dire, quand la Chine, les États-Unis ou les grands pays pollueurs vont faire leur part, là, on le fera. Mais en ce moment, ce qu'on fait, on paye. Mais pourquoi au final, pour si peu de résultats, j'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'on était en bas de 1% de notre empreinte. On est tellement petit comme peuple, surtout au Québec, là. C'est ça ma logique, c'est payer. Non, environnement, mais on fait juste payer, mais pour le monde entier, que eux, en bon québécois, n'ont pas tant de souciance qu'on pourrait l'avoir. Merci, Kevin. Oui, Normand Mousseau veut réagir à Odette qui disait, qui se défendait, là, parce que je lisais beaucoup de commentaires. Il y a René qui dit, d'ailleurs, lui, il est chauffeur d'autobus à la STM, il dit, l'Ouest canadien vend le pétrole aux États-Unis. Les États-Unis nous le revendent, le même pétrole, 30% plus cher. Donc oui, définitivement en faveur d'un oléoduc. Est-ce que c'est vrai, ça? Non. En fait, on ne vend pas le même pétrole. Le pétrole qu'on vend ici, c'est un pétrole léger. Ce qu'on vend aux États-Unis, c'est un pétrole lourd. Donc, c'est pas la même qualité de pétrole. Je veux quand même revenir là. La Chine fait son travail. La Chine, aujourd'hui, profite du fait qu'elle a investi dans les véhicules électriques, dans le solaire, dans l'éolien, et est en train de s'enrichir et de développer une économie compétitive, pendant que le Canada, on fait du surplace, puis on va développer des économies des énergies du siècle dernier. Donc, un pipeline, c'est pas structurant comme structurer le savoir-faire et la capacité. Aujourd'hui, les meilleurs véhicules produits dans le monde et les moins chers, c'est des véhicules chinois électriques avec 500 km d'autonomie. Pendant que la Chine fait ça, va dominer l'économie, la technologie mondiale, nous, on s'assoit puis on dit « bougeons pas, on est bien, on va faire des vieilles voitures comme on les faisait il y a 100 ans. Et pour moi, c'est ça. On peut être à droite, ça me va, il faut être à droite, mais la droite, c'est comment on s'enrichit. Et là, présentement, on prend des solutions dépassées et on prend du recul technologique jour après jour par notre refus d'adopter les nouvelles technologies qui seront toutes électriques. Donc, vous êtes en train de dire, Normand Mousseau, on n'est pas, à la rigueur, on n'est pas contre un projet qui nous permettrait de fonctionner avec de l'énergie, on en a besoin, là. C'est comme de l'eau. Aujourd'hui, on est tellement dépendant de ces ressources. Après, c'est quel type d'énergie? Et pour vous, le pétrole, c'est une énergie qui est désuète, qui ne tiendra pas la route. Qui ne tient pas la route déjà. Et le choix de la Chine, ça a été un choix extrêmement stratégique de dire, nous, on va développer et s'appuyer sur les technologies de demain, on va maîtriser la propriété intellectuelle, puis c'est nous qui allons être dominants, comme on l'a été, nous, au siècle dernier au Canada, en s'appuyant sur les États-Unis. Et l'Europe fait aussi ça décarbone. Donc, c'est pas vrai qu'on paye pour la Chine, qu'on paye pour les grands pollueurs. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on paye par une inaction notre capacité de s'enrichir dans l'avenir. Donc, quand Martin dit, il remet en question, parce que Odette disait, on aimerait avoir une planète en santé. Lui, il dit, ah oui, une planète en santé. Le Canada est responsable de seulement 1,5 % des émissions mondiales. Le Québec, 11,6 des émissions canadiennes. Donc, si on éradique toutes nos... Dans le fond, ce qui veut dire, c'est que c'est de la désinformation, c'est de la manipulation de militants écologiques, puis... Dans le fond, c'est toujours la question de nous sommes des petits pollueurs comparativement aux gros. Et tant que les gros n'auront pas fait, tant que les gros n'auront pas fait le beau. Ça tient pas la route, cette façon-là de penser. Parce que moi, je vais en Chine, là, je vais dans un petit village de 3 millions d'habitants, OK? Et chacun peut dire, moi, mes émissions sont plus petites. Pourquoi c'est pas le Québec qui fait ça? Parce que chaque Québécois pollue 10 fois plus que moi. Donc, cette idée-là de dire, nous, on est petits,
il faut ramener ça par habitant, et ce qu'on fait par habitant, c'est beaucoup, mais surtout, en nous refusant de bouger, on perd une compétitivité importante. Construire un pipeline vers l'Est, le pipeline qu'on a construit, Trans Mountain, qui était un pipeline qu'on construisait à côté d'un autre, coûte 34 milliards de dollars, et pour être capable d'exporter le pétrole de manière compétitive, on demande aujourd'hui à la Régie de l'énergie du Canada de ne pas charger le vrai prix du transport du pétrole. Donc, ça coûterait tellement cher amener le pétrole dans l'est du pays avec les coûts actuels qu'on serait obligé de vendre notre pétrole à perte si on voulait avoir un marché international. On le vendrait moins cher qu'on le vend présentement aux États-Unis. L'autre solution, c'est de dire, ben tant pis, on le payera plus cher dans l'est du pays et on subventionnera l'Alberta. Je ne sais pas jusqu'à quel point les Québécois sont prêts à dire, mais on va payer 30 $ de plus le baril de pétrole parce qu'on va avoir du pétrole canadien que si on l'achète des États-Unis. Puis comme ça, on va être capable de soutenir l'économie canadienne. C'est ça qu'on veut. L'Alberta a fait une crise il y a 30 ans parce qu'on proposait justement de bénéficier d'un pétrole moins cher dans l'est du pays. Alors, on renverserait la situation. Si c'est ça qu'on veut, je pense pas que ça soit tenable non plus. Pour moi, c'est tellement clair que c'est un projet albertain d'abord. Mais là, on a un premier ministre qui dit qu'il est albertain d'abord aussi. Mais c'est un projet qui se fera pas. Moi, je pense qu'on passe beaucoup d'énergie. On devrait plutôt viser des projets d'infrastructure du 21e siècle. Qui nous amènent une compétitivité dans le reste du monde. Présentement, l'Europe met une taxe. Qu'est-ce qu'on va exporter quand on va avoir des produits plus polluants que la Chine? C'est là qu'on s'en va, là. On pense que la Chine ne bouge pas. La Chine construit des centrales au charbon, mais elle construit beaucoup plus d'éoliennes, de solaire, de nucléaire, donc des énergies à faible impact environnemental. Le nucléaire, disons, à faible émission pour le nucléaire, on débattra ça une autre fois. mais vraiment, puis elle possède des technologies. Les thermopompes qu'on installe ici, elles sont faites en Asie parce que pendant 40 ans, on avait électrifié le chauffage au Québec. On n'a pas mis une scène dans le développement de technologies de thermopompes et d'utilisation intelligente de l'électricité pour le chauffage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré 40 ans d'électrification du chauffage, il y a une avancée par rapport à tout le monde. On n'a aucune technologie à offrir à la planète. Ce qui est quand même épouvantable quand on y pense. On a vraiment dormi au gaz. C'est épouvantable, je suis tout à fait d'accord. C'est le cas de le dire. Donc là, on va construire un pipeline, puis dans 10 ans, on va dire, mais pourquoi on n'a pas fait les investissements dans les énergies propres pour être compétitif dans le reste du monde? Mais j'imagine que si Odette, elle vous appelle pour avoir vos conseils, j'imagine que de temps en temps, les gouvernements doivent vous appeler, Normand Mousseau, comme spécialiste. Je rappelle, vous êtes professeur au département de physique. Vous êtes directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier. Vous êtes une des sommités en la matière. Bon, j'imagine qu'il y a quand même des gens qui vous consultent puis qui vous disent, est-ce que c'est la bonne chose? On a-tu raison de pousser ça sur les citoyens, là, puis de... Ou non? Pas vraiment. Non? J'avais peur de la réponse. Au provincial, on n'aime pas beaucoup. Ouais, j'avais peur de la réponse. C'est ça le problème. C'est qu'on nous rentre... on nous rentre des idées de pipeline dans la gorge, puis on nous fait croire que ça va être bon pour l'économie. Puis en ce moment, on est fragile là-dessus. Je pense que, tu sais, on jette pas la pierre à personne. On est tout à fait... J'imagine vous comprenez ça, Normand. On est fragile là-dessus. On nous dit, il y a Trump au sud qui nous fait suer. Ouais. Ça a créé une récession chez nous alors qu'on sortait péniblement de 10 augmentations, d'une inflation galopante après 10 augmentations du taux de la Banque du Canada. On commençait à sortir la tête de l'eau. Là, il nous refout la tête de l'eau dans le fond. Je comprends les gens là, d'être inquiets. Là, ça coûte plus cher pour se loger, plus cher pour se nourrir. J'en parle tous les jours. Et que là, on dit aux gens, le pipeline, ça serait économique. Mais là, vous dites, ce n'est pas vrai que ça va être économique. Non, c'est pas vrai. Et moi, je reproche aux politiciens puis aux gens autour de pas offrir, de dire c'est une occasion de se projeter dans l'avenir. Et là, plutôt que faire ça, on se retourne vers des vieux projets qu'on va dépoussiérer, des projets qu'on avait abandonnés pour de bonnes raisons, en disant, là, soudainement, ils deviennent des bonnes idées. Plutôt que de dire, profitons-en pour faire une transformation vers l'avenir, pas se reculer tout le temps. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu ma chanson créée avec l'intelligence artificielle. Oui. Avez-vous été impressionné? C'est là qu'est l'avenir, malgré tout, hein? C'est fou. Ouais. Le Québec va se faire passer un pipeline. Êtes-vous d'accord?
Oui, moi je pense pas. Je pense qu'il se fera pas le pipeline parce que en termes de coût, en termes de capacité de compétitivité, ça se fera pas. Et Ouais. je pense pas qu'on va construire grand-chose en termes de pipeline parce que même dans l'Ouest, va être en surcapacité d'exportation de gaz naturel liquéfié. Ouais. Donc on parle beaucoup, mais quand on regarde les chiffres, ça tient pas la route, là. Voilà. Ben, merci beaucoup, Normand Mousseau. C'est un plaisir. Au revoir. Se faire passer un pipeline, on va nous avoir sur toute la ligne. Le pétrole coule dans nos veines. Résister, ça vaut pas la peine. On revient avec vos commentaires après cette courte pause, puis on aura un autre invité, là, puis lui aussi, il a de quoi dire là-dessus. Manquez pas ça. Mais le gros sou, ils prennent tout et donnent rien, on se bat, mais c'est pour du vent. Ils nous mentent.